l'information. Au sommaire de ce journal, la conférence scientifique sur la construction bioclimatique, une méthode révolutionnaire dans la construction de bâtiments durables et qui consomment moins d'énergie. L'augmentation des cas de contamination du coronavirus devient très inquiétante au Togo et pour cause, les mesures barrières ne sont plus respectées. Que deviennent alors les dispositifs de lavage des mains? Reportage à suivre dans ce journal. Et puis, 20 ans après le 11 septembre 2001, les États-Unis ont rendu hommage auprès de 3000 victimes et plus de 6000 blessés lors des attentats les plus meurtriers de leur histoire. C'était la nuit en plein jour. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Une conférence scientifique sur la construction bioclimatique s'est tenue à l'Université de Lomé, une rencontre de partage d'expériences avec les étudiants et enseignants-chercheurs sur cette méthode révolutionnaire dans la construction de bâtiments durables et écologiques. Serge Folly, Clarisse Atticlé. C'est un véritable partage d'expérience qui est au centre de cette conférence débat. Abou Moussa, architecte et inventeur de nationalité nigérienne, a développé une technique de construction des bâtiments durables. La méthode Abou, qui allie qualité et confort, est présentée aux étudiants et enseignants-chercheurs de l'Université de Lomé. Moi, je n'utilise pas de poteaux et je n'utilise pas de vibreur, je n'utilise pas de bétonnière. Mes machines, c'est les humains. Et je décoffre au bout de 10 jours. Blanc a dit il faut 28 jours. Et moi, mes briques, je les pose 5 jours après. Alors que les briques classiques, il faut 21 jours d'âge. La durée de vie de mes constructions, minimum, c'est 83 ans. En lieu et place du ciment, du bois et de l'acier, Abou Moussa utilise de la terre cuite, de l'argile, du moellon, du sable et du gravier pour ériger des bâtiments au confort thermique et respectueux de l'environnement. Pas besoin de climatiseur ni de chauffage. Conséquence, pas de production de gaz à effet de serre. Une technologie verte dont beaucoup veulent déjà s'en inspirer, à l'instar du Centre d'excellence régional sur les villes durables en Afrique, Servida. On a lancé un concours d'architecture. 12 œuvres ont été déposées. Pour choisir les 3 premiers, on a mis en place un jury international et ce jury est présidé par l'architecte international bien connu en matière de construction bioclimatique, qu'est M. Abou Moussa. Et donc, ne pouvant pas le laisser partir à la fin de cette séance de jury, on l'a invité aussi à donner une conférence sur ce qu'on appelle la méthode Abou, méthode qu'il a inventée et qui a été brevetée et qu'il a utilisée et reconnue par la Banque mondiale dans son pays pour construire en fait plusieurs logements. La lutte contre les changements climatiques est devenue une priorité mondiale. Les villes durables, qui réduisent jusqu'à 40% de la consommation énergétique, restent une solution. Et le centre Servida est déjà dans la dynamique. À propos toujours de l'Université de Lomé, elle vient de doter 3 de ses écoles d'équipements, dont des microscopes pour les laboratoires. La remise a été couplée de la réception d'un lot de matériel agricole, médical et pédagogique offert par une société de la place. Sandra Aboche, Carmen Madji, Akakpo. L'Université de Lomé a désormais tout le nécessaire pour mieux équiper ses laboratoires de recherche pédagogique dans les grades de licence et master. C'est tout un lot de matériel de laboratoire que la société Toneige, spécialisée dans le négoce en équipements consommables et réactifs chimiques, vient de mettre à sa disposition. Cette action est pour Toneige une manière d'apporter sa contribution à la formation et au développement du Togo. Depuis quelques années, l'Université de Lomé œuvre efficacement dans l'amélioration de ses standards d'excellence à tous les niveaux. La société Toneige a donc choisi de l'accompagner un temps soit peu dans l'atteinte de cette vision, surtout en cette période de pandémie.
Cette contribution vise à renforcer les laboratoires pédagogiques de l'Université de Lomé dans la formation de nos jeunes frères et sœurs qui représentent la relève de demain dans le cadre de leur formation et travaux pratiques. Évalué à environ 30 millions de francs CFA, ce don de tonnage va permettre à l'Université de Lomé de mieux faire dans la qualité de l'enseignement. Dans la même vision, l'université a remis des microscopes à la faculté des sciences, à l'école supérieure d'agronomie et à l'Esteba. La société Tonnage a pris sur elle de venir nous accompagner. Ces machines vont être d'une utilité capitale pour l'avancée de la recherche à l'Université de Lomé. L'Université de Lomé compte investir davantage dans la recherche. Pour 2022, les premiers responsables comptent rénover le bâtiment de la faculté des sciences et œuvrer pour doter la filière scientifique d'un laboratoire pédagogique d'une capacité conséquente. Le 8 septembre a été célébrée la journée internationale de l'alphabétisation. L'alphabétisation pour une reprise axée sur l'humain, réduire la fracture numérique, c'est le thème retenu pour cette année. Et cette journée a été observée à Atapami. Sylvain Abdou. L'analphabétisme constitue un véritable fléau au sein des communautés en matière de développement économique et social. Raison pour laquelle l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a décidé de célébrer chaque 8 septembre, journée internationale de l'alphabétisation. C'est cette journée qui est ici observée à Tapami pour le compte de la région des Plateaux, une journée célébrée autour d'un cadre de réflexion en vue de réfléchir sur les bonnes actions à mener en matière de promotion de l'alphabétisation en cette période de la pandémie. Nous voulons qu'à partir de maintenant, que beaucoup plus de personnes puissent être alphabétisés à travers l'éthique. Il faut que le secteur de l'alphabétisation aussi rentre dans ce sillage-là. Voilà pourquoi nous voulons sensibiliser les acteurs publics et privés, les organisations de la société civile, pour mener une réflexion sur la faisabilité. Comment nous pouvons utiliser cette éthique-là? Comment nous pouvons alphabétiser le plus grand nombre de personnes? La 55e édition au plan international a pour thème l'alphabétisation pour une reprise axée sur l'humain, réduire la fracture numérique, un thème pour conscientiser les uns et les autres à l'utilisation du numérique pour se faire alphabétiser à distance, un thème bien expliqué dans ce sketch des ambassadeurs de vie. Si l'État et les ONG initient les apprenants à l'utilisation de ces outils pour les cours, nous allons réduire de moitié le taux d'analphabétisme dans nos communautés. Et ils n'auront plus besoin de se déplacer chaque fois pour les cours. Et donc, moins de contacts. D'où le risque de contamination très réduit avec une journée mieux organisée. L'ambition à travers cette célébration, c'est d'élever la conscience de tous sur le fléau en vue d'une meilleure mobilisation pour une lutte commune contre l'analphabétisme au Togo. Un camp des jeunes sur la santé sexuelle et reproductive a été organisé à Tapamé. Les échanges ont porté sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes adolescents. C'est pour les amener à adopter de bons comportements pour préserver leur santé. Sylvain Abdou. Ce camp national des jeunes s'organise chaque année et ce depuis 2008. Un camp pour permettre aux jeunes d'échanger, de partager leurs idées liées à la jeunesse en vue d'un changement de comportement destiné à mieux conduire leur vie. À cette 12e édition, ce camp du mouvement d'action des jeunes de l'Association togolaise pour le bien-être familial a focalisé son attention sur une thématique spécifique, impact de la pandémie de Covid-19 sur la santé sexuelle des jeunes et adolescents. Un thème pour être mieux éclairé sur la santé sexuelle en vue d'adopter des comportements responsables. Nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes, que ce soit les grossesses précoces, les grossesses non désirées, l'accès difficile également aux méthodes de contraception. Donc le changement que nous voudrions, c'est que cette jeunesse ait d'abord des informations claires et de qualité en matière de santé reproductive pour pouvoir subvenir également à ces besoins parce que la jeunesse est le présent et l'avenir du pays. L'édition 2021 a réuni uniquement que les responsables se déroulent en présentiel et virtuel. Ceci pour éviter les grandes mobilisations et permettre à chacun de cerner depuis son domicile le message pour un engagement participatif. Et plusieurs activités sont en vue. Plusieurs
sont les activités que nous prévoyons, les activités de renforcement de capacité en matière de santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents. Également les formations sur les techniques de fabrication des matériels de la COVID-19. Aussi les renforcements des capacités sur les techniques de médias, puisqu'aujourd'hui les réseaux sociaux constituent vraiment un canal pour passer les informations en matière de santé reproductive. La directrice exécutive de la TBF, Association togolaise pour le bien-être familial, a suivi de façon virtuelle depuis Lomé la séance et a invité les jeunes à s'engager et à unir leurs forces pour renforcer leur action au sein du mouvement et surtout à mieux œuvrer en matière du droit à la santé sexuelle des jeunes et adolescents. À la primature, la chef du gouvernement, Victoire Tombega Dogbe, s'est entretenue au cours de cette semaine avec l'ambassadeur de la République du Nigeria, Adeboale Adesina. La coopération bilatérale entre le Togo et le Nigeria était au cœur des échanges. Madame le Premier ministre a également conféré avec le gouverneur du district 9102 de Rotary Club International en ce qui concerne le soutien de l'organisation à la politique gouvernementale. Le point avec Yves Agbevivi. Les relations bilatérales entre le Togo et le Nigeria ont fait l'objet de la visite de son Excellence Adesina Adeboale, ambassadeur du Nigeria, reçu en audience à la primature. À Madame le Premier ministre Victoire Tombega Dogbe, le diplomate nigérien a indiqué que la coopération entre les deux pays sera beaucoup plus renforcée dans divers secteurs. Nous avons discuté beaucoup sur les atouts concernant ce partenariat. Nous avons aussi parlé du développement des infrastructures, les femmes, les enfants. Nous avons parlé plus de l'agriculture, développer l'agriculture modernisée, l'économie et surtout faire vivre le Conseil des affaires Nigeria-Togo. Nous avons besoin de relever ce partenariat, surtout la relation qui existe entre le Togo et le Nigeria. Madame Rufine Lima Kenom, gouverneure du district 9102 de Rotary Club International, est la deuxième personnalité reçue par Madame le chef du gouvernement. L'entretien a porté sur la revue des actions menées par le Rotary Club International au Togo. Précisément cette année 2021-2022, au Rotary International, nous avons pour thème de servir pour changer les vies. Et ce thème implique pour nous des actions dans le sens de l'autonomisation des filles et des femmes qui ont des conditions précaires dans nos communautés. Les mariages précoces, les problèmes de santé de la mère et de l'enfant. Et c'est dans ce sens que les clubs doivent travailler. Madame la Première ministre nous a félicités. Le passage du gouverneur du district 9102 à Lomé vise à mieux intégrer les membres pour le respect scrupuleux des objectifs de l'organisation. Une flambée du nombre de cas de Covid-19 ces dernières semaines, cela s'explique par un relâchement du respect des mesures barrières que sont devenus nos dispositifs de lavage de mains. Marie-Reine Abeta a fait un tour de ville. Voici son reportage présenté par Yata Aratem. Voici les derniers chiffres. Cas de contamination en hausse, nombre de décès en augmentation. Et pourtant, sur les marchés, les pharmacies, dans les rues et même dans nombre de services, le relâchement vis-à-vis des mesures barrières est flagrant. Masques peu visibles dans les visages, si ce n'est au menton. Dans les services, les dispositifs ont presque disparu ou complètement hors d'usage. Même opérationnel, se laver les mains ne semble plus être dans les habitudes. Ailleurs, on veille toujours au grain. Le cas dans cette pharmacie où nul n'entre s'il n'induit pas ses mains de gel. Dans notre pharmacie ici, nous avons un agent de sécurité posté à l'entrée pour veiller au respect des mesures barrières. Le client qui arrive est soumis à deux obligations. La première, c'est le port du masque qui doit être bien ajusté pour protéger la bouche et le nez. Ensuite, il doit prendre le gel hydroalcoolique sur les deux mains et se frotter convenablement les deux mains avant d'être autorisé à accéder à la pharmacie.
Ce que nous avons à dire à la population, c'est de l'inviter au respect des mesures barrières et qui se résument principalement au lavage des mains ou à l'utilisation du gel hydroalcoolique, au port du masque chirurgical et au respect de la distanciation. Nous invitons la population à se prêter au jeu de la vaccination. Au CHR Lomé commune arrivent des cas graves, la plupart de non vaccinés. Le gouvernement, quant à lui, déploie tous les efforts pour rendre disponibles les vaccins. À chacun de faire le meilleur choix, se faire vacciner. Et à ce jour, samedi 11 septembre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 23 618, 168 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 18 512, 120 nouveaux guéris. Depuis hier, le nombre de cas actifs est de 4 901. Le nombre de décès est de 205, un nouveau décès depuis hier chez une personne non vaccinée porteuse de comorbidité. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Que ce soit les jours ouvrables, fériés, week-ends et surtout lors des différentes manifestations, ils sont toujours aux aguets pour sauver des vies. Eux, ce sont les sapeurs-pompiers. Dans la capitale, tout comme à l'intérieur du pays, ils sont dévoués, courageux, prêts à intervenir au besoin. De la caserne jusqu'au terrain d'intervention, comment cela se passe? Ulrich Amiga a passé une journée avec eux. Regardez. Véhicules de secours, camions d'intervention, tous en position de départ. Mais rien de prévu pour l'heure. Au service standard, des agents au poste, combinés à écran, radio, registre, carte de localisation du Grand Lomé, tout au complet. Ici, pas une seconde sans que le téléphone ne crépite. Parfois, pour rien du tout, mais bien souvent, pour des urgences. L'accident, c'est entre quoi et quoi? Le motocycliste tombé tout seul. Pardon, c'est où? Oui, à hauteur de Sauterre. Il y a effectivement urgence. Un cas d'accident en pleine ville. Pas de temps à perdre. Le gyrophare en alerte. Mais qui ne semble rien dire à ce motocycliste qui fait la sourde oreille. Regarde-moi ça là. Malgré tout, en moins de 10 minutes, l'équipe de secours rallie le quartier Sauted, lieu de l'accident. À même le sol, un jeune homme d'une vingtaine d'années est allé. Il a heurté de plein fouet ce poteau électrique. Mais sauvé par son casque, il respire encore, quoique inconscient. Un témoin raconte les circonstances de l'accident. Un autre, la réaction rapide des secours. Le blessé est rapidement pris en charge. Direction les urgences au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio. Retour au standard. Il est 16h36. Le téléphone sonne à nouveau. Une alerte est donnée. Un autre cas d'accident signalé. Pas de répit pour les secouristes. Destination rond-point Méchamina. Encore un motocycliste agonisant à terre sans casque. Son cas semble inquiétant.
Mimnya le keno ajolo kwa mia kpo kwa do ko elo nya dada po ani vo casque ke be chon mbla casque me gomo mi le kpo be casque ke le jaya casque tipo le tane e be sorta soklano oudrage que ça peut popio va au dormir au bureau miantinto avec habileté, finesse et surtout méthode, il est posé sur le brancard. C'est le départ pour l'hôpital. Des allers et retours entre les lieux d'accident et les urgences des hôpitaux, un vrai sacerdoce pour le capitaine Ankou et son équipe. Devant une victime qui est inconsciente, qui respire, il faut retourner la victime et pouvoir la mettre en position latérale de sécurité. Le secouriste est dans l'obligation de maintenir la victime dans la position qui lui permettra de survivre jusqu'à l'hôpital. Ce n'est pas parce que la victime est agitée ou bouge que si cela nécessite qu'on le mette dans une position donnée pour sa survie, on ne va pas le faire. C'est l'occasion de profiter et sensibiliser notre chère population au port du casque ou au respect en général du code de la route. Des interventions comme celle-ci, les sapeurs-pompiers en enregistrent au quotidien à Lomé, en moyenne, une vingtaine par jour, encore plus les nuits, les week-ends et les jours de fête. Accidents de circulation, secours à la personne, incendie. Ils sont engagés un peu partout. Des héros du quotidien, prêts à sauver des vies humaines. Et à l'occasion justement de la journée mondiale des premiers secours, nous sommes sur ce plateau avec le lieutenant-colonel Yao Asagbe, chef-corps des sapeurs-pompiers. Bonsoir mon colonel. Bonsoir madame. Est-ce ainsi votre quotidien tel que le retrace ce reportage? Ok, avant cette réponse, nous remercions la TVT qui a fait ce reportage. Nos remerciements vont également à toute la hiérarchie des forces armées togolaises. À cette question, je dirais que c'est notre vécu quotidien. Je vous remercie. D'accord. Et vous êtes tout le temps sur le terrain, Lomé s'agrandit de jour en jour. Arrivez-vous à quadriller toute la ville? Oui, nous faisons de notre mieux pour quadriller toute la ville de Lomé et ses environs. Merci mon colonel, vous êtes tellement bref dans vos réponses, mais on va poursuivre quand même cet entretien. À part la caserne des pompiers à Kodiovia-Kopé, y en a-t-il d'autres à Lomé? Oui, la caserne des sapeurs-pompiers à Nyekonakwe, Kodiovia-Kopé, c'est la caserne principale. Bon, c'est elle qui dessert le sud de Lomé et l'est de Lomé. Bon, nous avons une autre caserne implantée dans l'enceinte de l'état-major général des forces armées togolaises qui s'occupe du nord de Lomé. Et chaque matin, nous détachons une équipe sur le terrain à hauteur d'Amadahoumé dans le quartier d'Adidogomé qui arrive à desservir le secteur ouest de la ville de Lomé et ses environs. Et à l'intérieur du pays? À l'intérieur du pays, nous avons quand même les casernes dans toutes les régions administratives du Togo. Et surtout dans les villes principales, dans les chefs-lieux, je veux dire. Voilà. Et une dame dans le reportage a presque chronométré votre temps pour arriver sur le lieu d'accident. D'autres disent que vous arrivez en retard. Et que répondez-vous? À cette question, nous dirons qu'elle peut ne pas avoir raison. Pourquoi? Elle n'a pas raison parce que nous, c'est notre vécu quotidien et nous exécutons cette mission avec professionnalisme. Elle peut avoir raison pour des cas isolés. Comme vous-même, vous venez de voir sur le reportage, il y a des cas d'intervention que les usagers de la route n'aiment pas céder le passage. Voilà, si les cas comme ça se présentent, vraiment, ça nous oblige, ça nous amène à perdre un peu de délai. Bon. Il y a aussi d'autres cas d'intervention. Si nous intervenons sur plusieurs fronts,
Alors, nous ne pouvons pas aussi respecter les délais comme ça se doit. Mais pour ce cas, je peux donner un petit exemple. Il y a une dame qui, lors de l'intervention pour un cas d'incendie, n'a pas voulu céder le passage. Et c'est avec difficulté que les secours l'ont dépassé pour aller sur le lieu de l'incident. Arrivé en plein pied d'œuvre, quelques minutes plus tard, la dame arrive. Et bizarrement, c'est chez elle que le feu a pris. Donc, elle est venue, elle est arrivée là-bas, elle est tombée en syncope. Et ajoutant encore plus ce que les secours faisaient, et ils sont partis aussi pour la secourir, parce qu'elle ne peut pas giser par terre sans qu'on ne la sauve. Voilà, tout juste pour demander à tout un chacun de nous d'apporter sa pierre pour sauver des vies. Donc, dans le jargon ou bien sur des sapeurs-pompiers, nous demandons à tout un chacun de nous, quand ils attendent la sirène, ils n'ont qu'à céder le passage. C'est ainsi qu'ils peuvent arriver à sauver des vies. Voilà. Merci mon colonel d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le chef-corps des sapeurs-pompiers. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup à vous aussi. Et je pense que vous allez passer une bonne soirée. Merci, pareil à vous. Okay. Ils étaient nombreux, ces sapeurs-pompiers, à perdre leur vie dans ce double attentat du 11 septembre. 20 ans après, l'Amérique rend hommage aux 3000 morts. L'émotion et le souvenir. La silhouette de New York a changé à jamais il y a 20 ans, jour pour jour. Et le monde aussi. Le 11 septembre 2001, à 8h46, un avion, le vol 11, lancé à 800 km/h, percute la façade de la tour nord du World Trade Center. 17 minutes plus tard, un second avion, le vol 175, s'écrase à son tour sur la tour sud. À l'intérieur des tours jumelles, 15 000 personnes. Le président de l'époque, George Bush, alors en visite en Floride, prend la parole peu après. Aujourd'hui, nous avons vécu une tragédie nationale. 2 avions se sont écrasés sur le World Trade Center dans ce qui ressemble à une attaque terroriste contre notre pays. Le chaos règne à New York. Dans un nuage de poussière, morts et blessés commencent à se compter. Mais le cauchemar est loin d'être terminé. À 9h37, près de Washington, un 3e appareil, le vol 77, s'écrase sur le Pentagone, siège du département de la Défense. Les autorités ferment l'espace aérien américain et ordonnent à tous les avions de se poser. Mais quelques minutes plus tard, les passagers d'un 4e vol, le vol 93, parti du New Jersey, comprennent que leur avion est lui aussi détourné par 4 terroristes. Malgré les tentatives des personnes à bord de reprendre le contrôle de l'appareil, l'avion finit par s'écraser en Pennsylvanie. Au total, 19 terroristes ont causé la mort de près de 3000 personnes sur le sol américain. Les regards se tournent vers Al-Qaïda. Les Américains décident d'intervenir en Afghanistan. La génération du 11 septembre s'est levée pour servir et protéger contre la terreur, pour attraper les terroristes qui en sont responsables, pour montrer à tous ceux qui cherchent à faire du mal à l'Amérique que nous les pourchasserons et les ferons payer. 20 ans plus tard, personne n'a oublié, Ground Zero a remplacé les tours jumelles, les Américains sont tout juste repartis d'Afghanistan et les talibans ont repris le pouvoir. Voilà, la météo américaine informe que les pays de la sous-région, notamment les pays côtiers, dont le Togo, seront traversés par de très violents orages. Et à ce propos, nous sommes sur ce plateau avec Dr Issaou Latifou. Il est le directeur général de la météo. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Avez-vous cette information de la météo américaine? Effectivement, on l'a appris. On l'a eu sur les réseaux sociaux, donc, et on a passé à l'analyse. Donc il faut au premier abord dire que voilà, actuellement, toute la sous-région ouest africaine est menacée par les plus fortes, la saison pluvieuse. Donc pas plus tard que la fois passée, on avait fait la prévision saisonnière, surtout pour la petite saison des pluies qui a démarré actuellement. Donc ça confirme, on a vu, et la prévision a pu montrer que voilà,
ces derniers moments, depuis mardi, et mercredi, jeudi, surtout hier, vendredi, on a eu des phénomènes météorologiques qui sont passés, surtout vers le nord. Ça a concerné la région des savanes et puis le Sahel. Et actuellement, le nord du Ghana est sous les pluies. Donc voilà un peu la situation qui prévaut actuellement au niveau de la sous-région. Donc c'est cette prévision-là que la météo américaine a faite depuis mercredi pour annoncer ces derniers moments-là, ces pluies-là qui vont passer sur la zone ouest africaine. Et quelles sont les dispositions prises par votre structure? Oui, la météo, à notre niveau, à tout moment, nous suivons le temps. Donc, nous faisons des bulletins, nous essayons de faire la prévision qu'on passe chaque temps à la télé. Donc, actuellement, on a pu faire la prévision pour cette nuit avec des pluies faibles à modérées qui vont concerner la région de centrale Kara et les savanes. Donc, on est en train de suivre actuellement un phénomène qui est en train de donner des pluies au niveau du centre Nigeria. Donc, ces phénomènes-là, s'il essaie de s'intensifier, va concerner seulement que la région des savanes pour la journée de demain. Donc, ce n'est pas très alarmant pour dire que voilà, il y aura des fortes pluies, des vents pour pouvoir entraîner beaucoup de dégâts. Tout compte fait, on l'a prévu pour demain matin au niveau de la zone des savanes. Donc, on est en train de suivre le temps. À tout moment, 24 heures sur 24, cette SUTAT, notre institution, suit le temps pour donner beaucoup d'informations au niveau de la population. Et quel message avez-vous pour les populations, surtout riveraines? Oui, pour les populations, surtout vivant dans les zones vulnérables, il va falloir qu'ils prennent beaucoup plus, faire attention, donc être prudents, surtout au niveau des différents bassins, le bassin de Loti, le bassin du Mono et puis la zone côtière. Donc ces riverains-là, ces populations-là doivent faire beaucoup attention et essayer de suivre, être à l'attention, de suivre les alertes que nous allons pour les prochaines occasions lancer s'il y a d'éventuels risques de fortes pluies qui vont s'abattre sur une région. D'accord, merci Monsieur Issaou Latifou pour cet éclairage. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la météo Togo. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile communique, la région ouest africaine en ce mois de septembre enregistre des pluies diluviennes causant des inondations dans les centres urbains, semi-urbains et zones rurales. Aussi, la météo américaine informe-t-elle que la sous-région, particulièrement les pays côtiers dont le Togo, seront traversés ces derniers jours par de très violents orages suivis d'inondations. Ces orages sont susceptibles de causer des dommages importants, voire des pertes en vies humaines. Face à ces prévisions, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite tous les acteurs impliqués dans la gestion des risques de catastrophes à poursuivre la mise en alerte pour la surveillance permanente en vue d'en limiter les dégâts. Il exhorte par conséquent l'ensemble de la population, notamment celle de la zone côtière et la communauté des pêcheurs, au sens de responsabilité, à la prudence et à la vigilance. Il remercie enfin l'ensemble de la population pour sa bonne compréhension. Fait à Lomé le 11 septembre 2021, le ministre général de brigade Damham Yak. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Alex Umporti. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.